Merci, Monsieur le Président. Mes chers collègues, mes chers amis, tout d'abord, permettez-moi de remercier le bureau du Collège national d'urologie sortant, représenté ici par Dr Binous, pour l'effort fourni durant leur mandat. Et je souhaite tout le succès pour le nouveau bureau dont je suis membre, sous l'égide de mon ami, le professeur Mahdi Jaïden. Sans tarder, j'entre dans le vif du sujet pour parler de l'immunothérapie et les autres thérapeutiques adjuvantes en matière de tumeurs de vessie qui n'infiltrent pas le muscle. Alors, il y a un petit problème avec le... Voilà. On sait que ces thérapeutiques adjuvantes à la résection endoscopique de la vessie souvent ont un double objectif. Le premier objectif donc serait thérapeutique, c'est pour traiter les tumeurs qui sont passées inaperçues ou les carcinomes in situ. Mais l'objectif principal serait donc préventif pour réduire autant que possible le risque de récidive et de progression que représente le risque majeur de ces tumeurs vésicales qui n'infiltrent pas le muscle. Et les différentes sociétés savantes, toutes les sociétés savantes, recommandent fortement à classer ces patients en fonction du groupe à risque. C'est ainsi que l'Association européenne d'urologie recommande, avec un grade élevé, recommande de classer ces patients en groupe à risque. Et même, comme ça a été précisé par un des intervenants, il y a des scores qui sont disponibles sur le site et qui te permettent de classer ces patients en groupe à risque. Cette classification en groupe à risque, elle s'est basée sur les données cliniques, endoscopiques, mais surtout anatomopathologiques. Et on distingue actuellement 4 groupes à risque évolutifs: le faible risque, le risque intermédiaire, le haut risque et le très haut risque. Et l'intérêt de cette classification, il est double aussi. C'est un intérêt pronostique. Elle permet d'estimer un petit peu le taux de récidive, mais surtout le taux de progression. À noter que ce taux de progression il est inférieur à 2% pour les tumeurs à faible risque. Il va aller jusqu'à 20% la première année pour les tumeurs à très haut risque, voire même 40% à 5 ans. Le deuxième intérêt, et c'est le sujet de notre communication aujourd'hui, c'est un intérêt thérapeutique, c'est-à-dire quel traitement adjuvant peut-on proposer dans ce cas après résection endoscopique de cette tumeur qui n'infiltre pas le muscle. C'est ainsi qu'on va essayer de répondre à ces 3 questions. Quel traitement adjuvant, avec quels résultats, et que disent les guidelines actuelles en matière des thérapeutiques adjuvantes à la résection endoscopique de tumeurs vésicales. On sait qu'actuellement, ce qui est disponible, c'est la chimiothérapie endovésicale, l'immunothérapie et les autres alternatives qu'on verra à la fin de cet exposé. Pour la chimiothérapie, on sait que la chimiothérapie endovésicale qu'on utilise possède en fait 5 mécanismes d'action. Je parle sous le contrôle de Dr Mounaïed, je ne sais pas si qu'elle est là ou non, notre ami oncologue. Alors, il y a 5 mécanismes d'action de cette chimiothérapie endovésicale. Le premier mécanisme, c'est les poisons du fuseau qui vont bloquer la synthèse de ces microtubules et ils vont bloquer ainsi la réplication cellulaire. C'est le cas de vinblastine et les autres molécules. Le deuxième mécanisme d'action, ce sont des agents alkylants qui vont ajouter un groupe alkyle qui va empêcher la séparation des 2 brins d'ADN et bloque ainsi la réplication génétique. Le troisième mécanisme, ce sont les inhibiteurs de topoisomérase. C'est une enzyme qui est nécessaire pour la multiplication cellulaire pendant la phase S du cycle cellulaire, représentée essentiellement par la molécule les toposites. Le quatrième mécanisme, et qui est de plus en plus rapporté avec cette molécule, la gemcitabine, ce sont les antimétabolites qui vont bloquer la réplication et la division cellulaire pendant la phase S du cycle cellulaire. Et on finit par les agents intercalants tels que la mitomycine C, qui est la molécule la plus rapportée avec toutes les recommandations actuelles.
cette mitomycine C ou agent intercalant va ainsi bloquer en fait le deux brins de l'ADN et inhibe ainsi la réplication et la division cellulaire. Cette chimiothérapie endovésicale utilisée après une résection endoscopique, elle se conçoit soit en instillation post-opératoire précoce ou en instillation adjuvante hebdomadaire. Pour cette instillation post-opératoire précoce mérite d'être détaillée. Ça, en fait, consiste on sait qu'après une résection endoscopique de tumeur de vessie, il y a des cellules tumorales circulantes qui risquent d'être réimplantées sur la muqueuse vésicale saine. Et l'objectif de cette instillation post-opératoire précoce, c'est de réduire le nombre des cellules malignes urothéliales circulantes dans la lumière vésicale, prévenir la réimplantation de ces cellules tumorales sur la muqueuse vésicale saine, réduisant ainsi le taux de récidive précoce et aussi le taux de récidive tardive. Autre effet serait aussi un effet ablatif sur les petites tumeurs occultes. Cette modalité a fait l'objet de plusieurs études prospectives. La plus ancienne, cette méta-analyse publiée en 2002 et qui a comparé toutes les études prospectives ayant utilisé l'EPOP après une résection endoscopique pour les tumeurs de vessie à risque faible ou intermédiaire. Et la conclusion de cette étude, c'est que dans le groupe où il n'y avait pas d'EPOP post-opératoire, il y a un sur-risque de 20% d'avoir une récidive précoce pour ces tumeurs vésicales. En 2006, c'est cette étude iranienne c'était une étude prospective, randomisée en double aveugle, puisque les patients ont été scindés en deux groupes, patients ayant eu une résection plus l'EPOP, et l'autre groupe, ce sont les patients ayant eu uniquement une résection endoscopique du tumeur de vessie à risque faible et intermédiaire. Et le résultat carcinologique, c'est que durant tout le suivi jusqu'à 24 mois, on a un taux de récidive significativement moins marqué dans le groupe ayant eu une résection plus instillation post-opératoire précoce. Toutes ces données ont été confirmées par cette méga méta-analyse publiée dans l'European of Urology en 2016. C'est la fameuse étude de Sylvester qui a regroupé plus que 13 études prospectives, plus que 2000 patients, et il a comparé les patients, les groupes ayant une résection plus HIPOP versus le groupe ayant uniquement une résection transurétrale du tumeur vésicale pour les tumeurs classées à risque faible ou à haut risque. On avait comparé 4 molécules, l'épirubicine, la mitomycine, la pirarubicine et le thiotepa. Et la réponse était formelle, était claire, c'est que le taux de récidive et le temps de récidive étaient significativement beaucoup moins marqués dans le groupe ayant une instillation post-opératoire précoce comparativement au deuxième groupe. Et cette époque diminuerait le risque de récidive tumorale à 1 an de 35%, donc pratiquement un malade sur 3, et à 5 ans pratiquement de 14%. Bien sûr, sans aucun impact sur le risque de progression et aussi sur le décès relaté au cancer de la vessie. Et l'autre question qui s'est posée pour cette fameuse instillation post-opératoire précoce, quelle molécule doit-on choisir et quelle molécule le plus rapportée dans la littérature? Et la réponse vient de cette méta-analyse publiée en 2016. C'est une méta-analyse japonaise et qui a regroupé plus que 13 études randomisées, utilisant pratiquement toutes les molécules disponibles. Et la réponse, c'est qu'on a un taux de récidive beaucoup moins important dans le groupe traité par la mitomycine, l'épirubicine et la pirarubicine, avec une différence statistiquement en faveur du groupe ayant eu une instillation post-opératoire précoce. C'est ainsi que, actuellement, les différentes sociétés savantes, notamment la société française et la société européenne, recommandent d'utiliser ces 3 molécules, à savoir la gemcitabine, la mitomycine C et l'épirubicine, à des doses qui sont notées sur le tableau. Mais cette instillation post-opératoire précoce,
elle nécessite des conditions assez précises. D'abord, il faut qu'elle soit réalisée, comme ça a été précisé ce matin par Dr Idridi. Idéalement, c'est dans les 6 heures qui suivent la résection endoscopique de la vessie. Mais il ne faut jamais dépasser les premières 24 heures. Bien sûr, en l'absence d'hématurie, en l'absence de perforation vésicale et aussi en l'absence d'une résection profonde de la tumeur vésicale, parce qu'on risque de pêcher des complications assez graves. Note particulière pour la mitomycine C, il faut alcaliniser les urines, il faut conseiller le malade par l'apport de bicarbonaté, il faut conseiller au malade de boire beaucoup de solutions bicarbonatées parce que le pH urinaire acide pourrait inhiber l'effet de la mitomycine C. Mais sur le plan pratique, comme vous l'avez constaté, ce n'est pas toujours évident d'avoir toutes ces conditions ensemble, peuvent faire défaut. Raison pour laquelle certains auteurs, et notamment cette étude française, certains auteurs ont proposé cette notion d'irrigation continue du sérum salé en post-opératoire. Et le rationnel utilisé, c'est que la dilution des cellules tumorales et leur élimination immédiatement après une résection transurétale de la vessie peuvent réduire ce risque de récidive précoce. Et ce jugement était basé sur cette méta-analyse publiée, c'était une étude chinoise et qui a bien montré que l'irrigation post-opératoire au sérum salé pourrait avoir un impact comparable à la chimiothérapie endovésicale en post-opératoire single dose, avec une toxicité beaucoup moins importante que la chimiothérapie endovésicale. Et lorsqu'on voit les recommandations, c'est exemple les recommandations de l'OAE de 2024, on se rend compte que cette irrigation du sérum salé, elle est fortement recommandée lorsque la chimiothérapie endovésicale n'est pas faisable. Mais toujours dans l'optique de rechercher autre alternative, parce qu'en RESEC, toujours il y a un risque d'hématurie post-opératoire, toujours on risque de perforer, d'avoir une résection profonde. Certains auteurs, notamment cette étude française qui vient d'être publiée en 2020, elle a essayé de comparer cette instillation préopératoire immédiate versus l'instillation post-opératoire précoce pour les tumeurs à faible risque, c'est-à-dire sur des éléments de présomption clinique, radiologique et aussi cytologique. C'était une étude prospective qui a randomisé les patients en 2 groupes, groupe ayant une résection plus instillation préopératoire immédiate et groupe ayant une résection endoscopique avec une instillation post-opératoire précoce, single dose bien sûr, et c'était en phase 2 et le résultat était assez surprenant puisque nous avons noté qu'il n'y a pas de différence statistiquement significative entre les 2 groupes quant au taux de récidive de ces tumeurs à faible risque ou à risque intermédiaire. Mais c'est une étude en phase 2 randomisée, donc c'est trop tôt de tirer des conclusions ou des recommandations avec un grade élevé. Nous avons fini avec les instillations post-opératoires. Qu'en est-il des instillations itératives adjuvantes réalisées après la résection endoscopique de la vessie? Donc, les molécules les plus rapportées sont de 3 types, soit la mitomycine C, soit l'épirubicine, soit la gemcitabine, qui est une molécule qui est récemment rapportée. Concernant la mitomycine C, elle est utilisée en des instillations endovésicales souvent après cicatrisation de la muqueuse vésicale, c'est-à-dire au maximum 6 semaines après la résection. La dose, c'est 1 mg, 1 ml. C'est une instillation hebdomadaire pendant 8 semaines et on peut s'aider des instillations d'entretien qui peuvent aller jusqu'à 1 an. Et il y a des précautions à prendre pour augmenter l'efficacité de cette molécule et réduire les effets secondaires en rapport. C'est avant l'instillation, bien sûr, il faut conseiller aux malades d'avoir une restriction hydrique. Il faut limiter les apports hydriques 8 heures avant l'instillation parce que le temps de contact de la mitomycine C avec la muqueuse urothéliale est un temps capital et primordial pour avoir l'efficacité. Bien sûr, il faut alcaliniser les urines et avoir un pH urinaire plus que 6.
Après les instillations, c'est comme la BCG, il faudrait neutraliser les urines par l'eau de Javel et éviter le contact des urines avec la peau parce que c'est très irritatif et risque d'être à l'origine des complications assez gênantes. La deuxième molécule qu'on peut utiliser en instillation adjuvante en post-résection, molécule de chimiothérapie, et devant la pénurie de la mitomycine C, l'épirubicine a été proposée comme une alternative à ces drogues chimiothérapiques. Et les modalités d'administration pratiquement sont les mêmes, sauf que la dose elle est un petit peu élevée, c'est 50 mg pratiquement dans 25 à 50 ml de sérum physiologique. Et il n'est pas nécessaire d'alcaliniser les urines dans ce cas. Et toujours, il faut réduire les apports hydriques, restriction hydrique 8 heures avant. Et les premières mictions doivent être faites sur le lieu d'instillation. En cas de toxicité locale, en cas d'effet secondaire mineur, on peut réduire les doses jusqu'à 30 mg, mais en présence de CES, on peut augmenter les doses jusqu'à 80 mg par instillation. La dernière molécule de chimiothérapie qui est actuellement de plus en plus rapportée, c'est la gemcitabine, qui est une alternative à la mitomycine C, surtout pour les carcinomes à risque intermédiaire. Et cette méta-analyse publiée en 2020 a bien montré que la gemcitabine pourrait être une alternative intéressante à la BCG-thérapie en cas d'intolérance ou en cas de l'impossibilité d'opter pour la BCG-thérapie chez certains patients. Afin d'augmenter et d'optimaliser l'effet de cette chimiothérapie, d'autres techniques qui ont été rapportées, c'est la thermochimiothérapie, c'est le fait de maintenir cette mitomycine endovésicale à des températures assez élevées. Ceci a été associé sans augmenter le risque d'effets secondaires. Cette thermochimiothérapie, elle est de plus en plus rapportée. Elle est indiquée en cas de tumeur de vessie qui n'infiltre pas le muscle de risque intermédiaire, soit après échec de la mitomycine C ou de la BCG-thérapie, mais comme vous le voyez, le grade de recommandation n'est pas très élevé, ou bien en l'absence de disponibilité de BCG, ou en cas certains patients qui sont inéligibles pour la chirurgie, à savoir la cystectomie, mais le grade de recommandation n'est pas très élevé pour se prononcer ou pour proposer cette alternative. Le deuxième moyen d'instillation endovésicale, c'est l'immunothérapie qui a été proposée et c'est le principal pilier du traitement adjuvant de la résection endoscopique de la tumeur vésicale. Cette BCG-thérapie mérite un bref rappel historique. Tout a commencé vers les années 1882 par la découverte du Mycobacterium tuberculosis par Robert Koch, c'est un médecin allemand. Et ce n'est qu'en 1908, c'est le couple Albert Calmette et Camille Guérin. Ce sont deux médecins qui travaillaient à Lille, à l'Institut Pasteur à Lille, qui ont mis en évidence et qui ont cultivé la première souche du Mycobacterium bovis atténué, qui était la base de la création du vaccin de BCG contre la tuberculose pulmonaire en 1921, qui ravageait la population européenne à cette époque. Mais le grand mérite revient à M. Morales, à l'Institut au Canada, qui a publié en 1976 la première étude, le premier résultat de la place de la BCG-thérapie dans le cancer de la vessie à propos d'une série de 20 patients. Comment elle agit, cette molécule, cette BCG-thérapie? Ça nécessite 3 étapes après instillation endovésicale. D'abord, c'est l'attachement de cette BCG, de ce bacille Calmette-Guérin sur l'urothélium grâce à cette composante, la fibronectine, et on sait qu'actuellement, on parle de plus en plus que cette molécule fibronectine, qui est une composante de la paroi, elle est plus représentée dans les cellules urothéliales tumorales. La deuxième étape, bien sûr, c'est cette étape d'internalisation par les cellules cancéreuses, c'est-à-dire qu'ils sont phagocytés
pour arriver à la troisième stade, c'est l'induction d'une réaction immunitaire, une cascade de réactions immunitaires qui vont aboutir à la production des cytokines qui vont attaquer les cellules tumorales et on va avoir une suppression de ces cellules cancéreuses. Cette BCG-thérapie, elle sera administrée, bien sûr, après cicatrisation complète de la muqueuse vésicale, souvent maximum 1 mois en post-résection. Bien sûr, il faut s'assurer de la stérilité des urines et l'Association française d'urologie a élaboré un protocole qu'il faut le bien respecter. Ce protocole, il précise bien les conditions avant, au moment et après l'instillation de BCG-thérapie pour protéger à la fois le malade et le personnel aussi soignant pour ces patients. Le schéma recommandé, il y a un cycle d'attaque, une instillation pendant 6 semaines, hebdomadaire pendant 6 semaines, suivi d'un repos, puis une instillation pendant 1 à 3 semaines. Ceci sera suivi par un cycle d'entretien, une instillation qui peut aller jusqu'à 36 mois selon le risque de ces tumeurs vésicales. On peut aller jusqu'à 36 mois selon le protocole aussi de l'âme. Les contre-indications formelles à cette BCG-thérapie endovésicale, bien sûr, c'est le fait d'avoir des antécédents de réaction systémique au BCG, un déficit immunitaire sévère, l'antécédent de cystite radique, on risque d'aggraver les signes de cystite radique par cette BCG-thérapie, tuberculose active, bien sûr, et la grossesse et l'allaitement. Toutefois, des contre-indications relatives qu'on peut en discuter au cas par cas, telles que la persistance d'effets secondaires, des symptômes en rapport avec l'ancienne instillation, l'infection du voie urinaire qui devient symptomatique, ou on a un doute sur l'intégrité de l'urothélium, exemple en cas de persistance d'hématurie en post-opératoire, ou si on a réalisé une manœuvre endoscopique dans les 2 à 4 semaines, ou si on suspecte une infection associée. Cette BCG-thérapie, bien sûr, peut être associée à des complications mineures qu'il faut connaître. Ces complications mineures peuvent être locaux, à type de cystite, d'instabilité vésicale, etc. Généraux ou même elle peut régionaux ou généraux comme un syndrome grippal avec une petite fibricule moins de 38 degrés qui ne persiste que 48 heures. À noter que certaines complications mineures peuvent être managées de façon conservatrice. C'est le cas d'une cystite simple qui dure moins de 48 heures. À ce moment-là, on peut traiter de façon symptomatique et suspendre la BCG-thérapie provisoirement. Mais en cas de persistance de ces signes de cystite, plus que 7 jours, on peut être amené à arrêter définitivement cette BCG-thérapie. Donc c'est au cas par cas. À noter qu'en cas d'épidémite ou d'infection ou d'orchite à germes habituels, on peut traiter l'infection et suspendre provisoirement, mais le fait d'avoir une orchite-épidémite à BCG et à tuberculose, à ce moment-là, il faut arrêter de façon définitive la BCG-thérapie. C'est inutile et même c'est grave de poursuivre cette BCG-thérapie après avoir attrapé une orchite-épidémite tuberculose. Et on recommande de mettre le malade sous corticothérapie et sous traitement antituberculeux classique. Qu'en est-il maintenant des effets secondaires majeurs, qui sont les autres complications possibles? Il y a une petite panne pour le pointeur. Est-ce que vous pouvez passer la slide, s'il vous plaît? On recule un peu. Donc les complications majeures, les complications graves, malheureusement, ils sont peu fréquentes, ils sont moins de 5%, mais il faut les connaître, il faut les mettre en tête. On peut avoir une détresse respiratoire, on peut avoir une septicémie, on peut avoir des infections de prothèses. Ces complications majeures, ces complications graves, bien sûr, doivent
incités qui font partie du stade 4 de sévérité doivent arrêter définitivement les instillations et démarrer une corticothérapie à forte dose associée à une antibiothérapie antituberculeuse, étant donné que le pronostic vital il est mis en jeu secondaire à ce passage systémique de BCG. Je vous rappelle qu'ils sont des souches vivant atténuées qui peuvent être à l'origine de ces complications graves. Qu'en est-il des guidelines actuels? J'ai essayé de simplifier, je vais essayer de recopier les... Vous pouvez faire passer la slide? Donc, en revoyant toutes les recommandations actuelles, notamment les recommandations américaines, les recommandations françaises ou même les recommandations européennes qui sont semblables, pour les tumeurs à risque faible, elles peuvent nécessiter une simple surveillance clinique et endoscopique. Une instillation post-opératoire est une bonne alternative. Donc pour les tumeurs à risque élevé, il n'y a pas de discussion là-dessus. C'est l'indication à un traitement de BCG-thérapie. C'est le fameux protocole de l'âme sur 36 mois. En cas d'intolérance ou d'effet secondaire, on peut redresser le chemin pour la mitomycine C. Diapo suivant. C'est une remarque que je dois vous passer concernant, ça a été détaillé ce matin, concernant l'échec de la BCG-thérapie. C'est un problème, on en voit beaucoup. Et actuellement, l'échec de la BCG-thérapie, si c'est un échec précoce, c'est-à-dire moins de 12 mois, sous sa forme de haut grade, c'est une indication, il ne faut pas hésiter à proposer la cystectomie. C'est un carcinome à haut potentiel évolutif. Il faut bien indiquer la cystectomie, un cancer très méchant. En cas de récidive sous sa forme haut grade et tardive, plus que 1 an, plus que 12 mois, on peut en discuter la réévaluation de nouveau, résection BCG, mais il ne faut pas tarder à poser l'indication d'une cystectomie. C'est une tumeur très agressive, c'est une tumeur qui a un potentiel évolutif assez important. Diapo suivante. Les autres alternatives, ou bien les horizons qui sont de plus en plus rapportés, je pense qu'elle va nous parler, Dr Mouna-Ayed, c'est l'immunothérapie systémique suivante, s'il vous plaît. Les résultats ont été l'objet de cette méta-analyse. Et diapo suivante, s'il vous plaît. Et on a bien montré que, en fait, cette chimiothérapie utilisée toutes les 3 semaines pendant 24 mois, c'est une étude en phase 2 chez plus que 100 patients, pour des patients qui étaient inéligibles pour la cystectomie. Le taux de réponse complète, c'est quand même 40% à 3 mois et 43% à 12 mois, mais ça reste des études en phase 2, donc on ne peut pas proposer de recommandations assez fortes. Diapo suivante. L'autre alternative, c'est les thérapies hygiéniques endovésicales. Diapo suivante, qui était l'objet de cette aussi étude suivante, s'il vous plaît. C'est une méta-analyse qui a confirmé en fait que ces thérapies hygiéniques peuvent stimuler la sécrétion de l'interféron gamma qui a une action antitumorale dans la vessie. C'est une étude phase 3, multicentrique, et ceci pourrait associer à un taux de réponse complète qui avoisine le 53% et 24% à 3 et 12 mois. C'est quand même des résultats assez encourageants, mais toujours on ne peut pas tirer des conclusions et des recommandations assez fortes. Les messages qu'on doit passer pour cet exposé, d'abord, obligatoirement, il faut classer les patients selon le groupe à risque, et comme ça a été dit tout à l'heure. Et donc, même il y a des sites suivants, s'il vous plaît. Sur ce site, vous pouvez remplir les paramètres, c'est-à-dire l'âge, l'anapathe, le grade, etc., pour voir votre patient en fonction de groupes à risque faible ou autre. La chimiothérapie reste un traitement recommandé, surtout pour les risques faibles ou intermédiaires.
La BCG, l'EPOP, c'est un élément très important. Malheureusement, comme ça a été dit ce matin, on n'a pas... Moi, personnellement, je l'ai réalisé une fois et ça fait un bon moment. Je ne sais pas les autres, est-ce que vous avez l'expérience ou non. Et, diapo suivante, la BCG-thérapie représente le pilier principal du traitement adjuvant de ces tumeurs de vésicale qui n'infiltrent pas le muscle, essentiellement pour le groupe à risque élevé. Et l'immunothérapie pourrait ouvrir la voie pour d'autres horizons en cas de la non-réponse à la BCG-thérapie. Diapo suivante, et je vous remercie. Merci, professeur Khouni, pour cet exposé clair, exhaustif, et vous avez très bien fait le tour du traitement adjuvant, de la place du traitement adjuvant dans la prise en charge de tumeurs vésicales non infiltrant le muscle. Donc, est-ce qu'il y a des... Oui, il y a des questions dans la salle. Merci, Dr Khouni, pour cette excellente présentation. J'ai en fait deux questions. La première question, c'est pour les patients qui présentent des effets indésirables sous BCG-thérapie, pour lesquels on a opté pour l'arrêt des instillations de BCG. Quoi faire quant au reste de la prise en charge? Est-ce qu'on continue la cystoscopie, la cytologie urinaire seule? Quoi faire S'il vous plaît, vous pouvez répéter, je ne vous ai pas entendu. Pour les patients qui Pourriez-vous augmenter un peu le volume? Pour les patients qui présentent des effets indésirables sous BCG-thérapie. Tout à fait. Pour lesquels on a opté pour l'arrêt de BCG et tout. Quoi faire quant au reste de la prise en charge? Est-ce qu'on continue la surveillance par des cystoscopies et cytologie urinaire seule ou quoi faire? C'est la première question. C'est la deuxième question. Par exemple, on a un patient qui a eu ces 6 instillations de BCG d'attaque et dans notre pratique, il a eu pour une TV à haut risque, de haut risque. On va continuer pour 3 ans. Il a reçu un an de BCG d'entretien et après il est perdu de vue. Après, il reconsulte. On a fait une cystoscopie qui s'est avérée normale. Comment reprendre Est-ce qu'on reprend de nouveau pour 3 ans? Est-ce qu'on s'arrête là et on continue les 2 ans ou les mois qui restent? Qu'est-ce qu'on fait? Donc pour la deuxième question, récidive après un an? Non, il n'y a pas de récidive. Pas de récidive. Il a reçu les 6 d'attaque, il a reçu par exemple un an d'entretien. Il s'est perdu de vue pendant une année et il revient pour un contrôle. On a fait une cystoscopie normale. Donc, on continue les 2 ans de BCG d'entretien ou juste on continue des cystoscopies de contrôle seul ou on refait les 2 entretiens de nouveau? Comme vous l'avez constaté, lors des thérapeutiques adjuvantes, on fait des contrôles cystoscopiques réguliers. Il y a un rythme à suivre. Et à chaque fois, s'il y a une récidive, à ce moment-là, le malade sera reclassé et on va revoir le malade selon le grade et selon le groupe à risque. Dans ce cas particulier où vous n'avez rien, moi personnellement, je ne fais rien. J'assure le suivi du malade, c'est un suivi régulier. C'est un malade qui a eu une tumeur vésicale réséquée, actuellement il n'y a rien. J'assure le suivi par la suite. Au moins de récidive, je reclasse et j'essaie de suivre les recommandations. En ce qui concerne la première question, pour les patients qui ont eu des effets secondaires à la BCG-thérapie, à ce moment-là, heureusement, on a l'alternative, c'est la mitomycine C. Donc on peut rebrousser le chemin et indiquer la chimiothérapie endovésicale, même pour les patients à haut risque. Merci. D'autres questions dans la salle? Oui, Hamda. Merci Dr Khouni pour cette présentation très claire et très exhaustive. Moi j'ai 2 questions en fait. Donc chez un patient immunodéprimé, notamment chez un transplanté rénal, comment on adapte la stratégie thérapeutique pour les TV non infiltrant le muscle, notamment de haut risque? Et la deuxième question, quel est le rationnel scientifique derrière l'utilisation de protocoles de BCG-thérapie réduits en dose et en fréquence devant la pénurie mondiale de BCG, Je commence par la deuxième question. Devant la pénurie de BCG en France, le HAS a proposé la mitomycine C et ça a été conçu pour ça.
en cas de pénurie de BCG, on peut switcher par la mitomycine C. En ce qui concerne les malades greffés, Oui. vous parlez des malades greffés. Les malades greffés souvent sont sous immunosuppresseurs. Les immunosuppresseurs, c'est une contre-indication à la BCG-thérapie. Ces patients n'ont aucune immunité. Ils peuvent avoir des problèmes majeurs avec cette BCG-thérapie. Donc on sera soit avec la chimio, soit avec des contrôles endoscopiques. C'est vraiment au cas par cas. Et j'ai feuilleté un petit peu la littérature. Il n'y a pas de recommandation assez forte pour, pour ces patients greffés. Ok, merci. Steve, oui. J'ai deux préoccupations. Concernant les patients ayant une tumeur vésicale non infiltrant le muscle, ayant reçu une BCG-thérapie, comment pourrons-nous définir que le patient a eu une réponse complète à la BCG-thérapie? La deuxième question, quand est-ce qu'on va parler de patients à BCG réfractaires ou au BCG intolérants? Merci. Ok. Les patients qui ont une tumeur de vessie qui n'infiltre pas le muscle suivent un protocole de surveillance clinique, cytologique et endoscopique. Pour dire qu'un malade n'a pas de récidive, qu'il est guéri, il faut que tous les éléments tiennent la route. Cliniquement, il n'y a pas de signe en faveur, cytologie négative et surtout l'endoscopie, elle est négative. Voire même l'imagerie dans certains cas, notamment dans les tumeurs à risque élevé. Donc, pour dire qu'un patient est guéri ou n'est pas guéri, c'est sur ces éléments cliniques et surtout endoscopiques, bien sûr avec la cytologie. Pour les patients réfractaires à la BCG-thérapie, comme je viens de vous expliquer, donc ces patients réfractaires à la BCG-thérapie doivent être scindés en deux types. Soit les patients qui progressent, à ce moment-là, c'est une autre, qui progresse en stade ou en grade, c'est une indication à une chirurgie. Soit les patients qui récidivent de façon précoce. De façon précoce, à mon avis, il ne faut pas perdre le temps, il faut indiquer rapidement précoce, c'est-à-dire moins de 12 mois. Il faut rapidement indiquer la cystectomie en cas de récidive précoce de haut grade. Pour la récidive tardive plus que 12 mois, c'est la même chose. On peut assurer une résection à un second look, on peut suivre de façon rapprochée le malade et indiquer une BCG-thérapie, sinon ça sera une cystectomie. Bien sûr, je parle de récidive à haut grade. Les risques faibles, on peut reprendre la BCG et surveiller le malade. Oui, on a une autre question, oui, docteur Toueti. Merci. Pour les tumeurs vésicales non infiltrant le muscle, le risque intermédiaire chez les sujets âgés, est-il nécessairement, l'usage de la BCG chez ces patients fragiles est-il aussi nécessaire? Ou bien est-ce qu'on s'en passe, on suit une abstention complète? Ou bien est-ce qu'il y a des protocoles de dosage, de moitié dose, je ne sais pas. Excellente remarque. Voilà. Et c'est exprès que je n'ai pas mis dans la communication. Ces patients âgés doivent bénéficier obligatoirement d'une évaluation gériatrique. Et les décisions sont souvent des décisions de RCP. Si l'évaluation gériatrique est en faveur d'un patient qui est en état général conservé, qui n'a pas de comorbidité, on peut indiquer la BCG-thérapie sans aucun problème. Mais souvent, ce sont des patients âgés, polymédiqués, multitarés. On peut se permettre d'une simple surveillance endoscopique en cas de tumeur contrôlée par l'endoscopie. D'accord. Docteur Lahouar, vous avez une question, oui. Merci, Dr Khouni. J'ai juste une petite question d'ordre pratique. Pour les petites tumeurs, je dis bien des petites tumeurs de 1 ou 2 cm, d'allure superficielle à l'endoscopie, et lorsqu'on la résèque, bien sûr, complètement, on est sûr qu'on a réséqué complètement, le compte rendu à NAPAT nous répond que c'est une tumeur PT1, mais musculeuse non vue. Donc c'est une tumeur à haut risque. Donc est-ce qu'on peut s'aventurer, ou est-ce qu'on peut se permettre de commencer directement le traitement adjuvant, la BCG-thérapie, ou bien il faut refaire obligatoirement le second look avec biopsie de tumorale? Deuxième question. Alors, une seule question.
Je pense, professeur Rameh, ce matin, je lui ai posé la même question, mais dans un autre version. Pour les T1, muscles non vus, obligatoirement, il faut faire un second look. Il faut avoir le muscle. On risque d'avoir une sous-stadification dans 40% des cas. Donc, obligatoirement, il faut rerisquer. Par contre, pour les PTA, avec muscles non vus, je pense, comme ça a été dit ce matin, et les recommandations sont claires, on peut se permettre de ne pas re-risquer le malade. Docteur Khoni, merci beaucoup pour la présentation et la qualité scientifique. Donc, j'ai deux questions. Par rapport à l'IPOP, vous avez parlé de la gemcitabine comme une molécule qu'on pourrait utiliser dans l'IPOP. Je pense que la gemcitabine, elle est disponible en Tunisie. On ne l'utilise pas, nous, les urologues, dans l'IPOP. Est-ce que c'est un problème d'AMM? Est-ce que c'est un problème de coût par rapport à la BCG-thérapie qui ne coûte pas grand-chose, comme vous le savez? Et ma deuxième question, c'est que j'ai eu ce cours quand j'étais résident. On avait eu, sous la direction du docteur Binous, donc on avait eu comme intervenant, c'était docteur Morgan Roupré, qui nous avait parlé beaucoup de la BCG tunisienne, de la souche tunisienne, et qu'il trouvait que c'était donc un peu bizarre que jusqu'à maintenant, on n'a pas un protocole tunisien adapté à notre souche. Je pense qu'on a la chance d'avoir donc Dr Khoni, qui est président du comité de carcino de l'ATU, et Dr Zakhama, qui est le secrétaire général. Je pense qu'il faut faire une étude, pour avoir notre protocole tunisien qui sera adapté à cette souche. Et merci. Tout à fait, je suis d'accord avec vous. Et on a la chance d'avoir Dr Amouna Ayed ici. Vous étiez arrivé avec la question concernant les gemcitabines. Je pense qu'en Tunisie, la mitomycine C, on ne la fait pas. Que dire pour la gemcitabine en instillation post-opératoire précoce? Qu'est-ce que vous en pensez, Dr Amouna Ayed? Bon, j'arrive de suite, donc ça dans le bas. En fait, la gemcitabine, c'est une drogue qui est disponible en Tunisie. C'est une drogue qui est facile à manier. Donc je pense que ça ne poserait pas de problème pour les tumeurs non infiltrantes en instillation vésicale, c'est ça. Je pense qu'on pourrait s'y mettre, mais je pense que ça serait bien que ce soit dans un cadre protocolaire, prospectif, parce que c'est vrai que les données dans la littérature ne sont pas assez suffisantes. Et puis, ce qu'il faut savoir aussi, c'est qu'il y a l'immunothérapie qui arrive en systémique pour les tumeurs vésicales non infiltrant le muscle. Je pense que le BCG-thérapie va évoluer autrement d'ici très très peu. Et on va passer à la chimiothérapie en intravésicale et puis surtout à l'immunothérapie en systémique. Parce que je pense que partout dans le monde, on essaie de trouver des alternatives à la BCG-thérapie, parce que c'est pas qu'en Tunisie qu'on a des problèmes pour avoir cette thérapie, c'est partout, c'est un problème mondial. Donc tout le monde, toutes les équipes sont en train de travailler sur une alternative pour ça, et surtout une alternative pour les BCG réfractaires. Donc oui, pourquoi pas, il faudra qu'on s'y mette au sein du comité pour des protocoles prospectifs dans ce sens, surtout que c'est une drogue qu'on trouve, qui n'est pas chère, et qui est facile à trouver, facile à manier, et qui est peu toxique surtout. Et moi, j'ai entendu quelques confrères américains raconter un peu leur expérience. Ils ont de bons retours avec cette drogue en intravésicale et a priori, ça ne pose pas trop de problèmes. Mais c'est vrai que c'est pas encore dans la pratique quotidienne. Mais on peut le faire, parce qu'on peut s'y mettre, oui, pourquoi pas. Oui. Merci, Dr Khoni. Donc, j'ai une question par rapport à la BCG-thérapie, pour dire le nombre de doses, pour parler d'une BCG, optimale, avant de parler de la non-réponse ou réfractaire. C'est-à-dire par rapport, par rapport au schéma d'attaque, par exemple, 5/6 ou 4/6 de dose, pour dire que le patient, vraiment, il n'a pas répondu. Il faut savoir qu'il a pris ou pas les doses, exactement. Est-ce qu'il prend les 6 doses, par exemple, d'attaque ou les 6 d'entretien? Je pense que le schéma est clair. Pour tout ce qui est tumeur vésicale à risque intermédiaire, c'est le protocole 6+9. Alors que pour le tumeur à risque élevé, c'est le protocole de l'âme qui peut aller jusqu'à 36 mois. À peu près en Tunisie, on a le même
Pratiquement, on fait 6 plus 6 plus 6, c'est-à-dire 6 semaines et par la suite 6 mois, et faire le contrôle endoscopique pour voir s'il y a une récidive. Il sera reclassé de nouveau et refaire de nouveau et indiquer le traitement adéquat selon le groupe à risque dans lequel on a classé cette récidive. Donc, merci encore une fois, Dr Khouni, pour cette excellente présentation.